Bonjour. C'est pas ma première fois au CX Paris, c'est peut-être pas votre première. J'ai déjà parlé du mythe de Cassandre ou pas? Ça vous parle? Non? Ça éveille des souvenirs? Non? Bon, je vous le fais rapide. Quand j'ai commencé à préparer, à réfléchir à tous les gens qui étaient dans le domaine de l'expérience client, tout de suite ça m'est venu. En fait, Cassandre est dans la mythologie grecque, et Apollon tombe fou amoureux d'elle. Et donc pour la séduire, il lui donne un don qui est génial, il lui donne le don de prédire l'avenir. Elle sait tout ce qui va se passer. Sauf que au dernier moment, elle se soustrait à son amour, et donc pour la punir, il lui jette un sort. Personne ne la croira jamais. Et en fait, elle passe son temps à tout savoir, Troie, tout ça, la guerre, elle sait tout, mais à chaque fois qu'elle en parle, personne ne la croit. Et je sais pas, mais ça me fait penser à des gens dont le métier est d'être en interaction transverse avec l'entreprise, qui passent leur vie à rencontrer des acteurs, des partenaires, de découvrir des technologies, de s'éveiller à des sujets qu'ils ont envie de partager à leur entreprise pour participer à la transformer. Puis quand ils rentrent chez eux, il n'y a personne qui les écoute. Non, ça va? Donc évidemment, ça m'a fait penser à vous. Et le premier risque, on se dit, c'est mince, il faut que j'embarque tous ces gens et que j'arrive à leur faire comprendre qu'il faut bouger et changer les choses. Et c'est vrai que souvent, quand on me demande d'intervenir, on me dit les gens ont besoin de comprendre. Et ma première réaction, c'est de dire non, c'est pas ça le danger. Le danger, c'est pas les gens qui vous ont pas compris. Le vrai danger, c'est les gens qui croient qu'ils en savent suffisamment. C'est eux qui vous posent problème. C'est eux qui sont compliqués à mettre en mouvement. Parce qu'a priori, ce que vous leur dites de l'expérience client, ils ont l'impression de déjà le faire. Et c'est encore plus compliqué de les mettre en mouvement. L'autre risque auquel vous vous exposez, c'est qu'en général, alors vous me corrigerez après si vous voulez discuter, mais une direction de l'expérience client, en général, on dit c'est très stratégique, donc on vous plug directement à la direction générale, et puis sans budget particulier, vous devez mettre en mouvement transversalement toute l'entreprise sans être le patron de personne. Et ça pose le problème. Alors déjà, c'est un truc génial, c'est que votre responsabilité, c'est de créer des synergies. Comme vous n'avez pas de pouvoir de coercition, les gens doivent vous suivre parce que vous avez su créer le désir de vous suivre. C'est génial. Sauf que vous vous heurtez à une réalité, c'est que mathématiquement, d'une manière extrêmement logique, personne n'a intérêt à travailler en synergie. Ça, c'est barjot, parce qu'on voit tous l'intérêt qu'on a. Ouais, si je travaille un peu pour toi et que tu travailles un peu pour moi, on voit la valeur qu'on va aller chercher. Et ça, j'ai pas le temps de le faire. Pareil, si vous voulez, contactez-moi sur LinkedIn et je vous expliquerai. Ça vient de la théorie des jeux. Et notamment un jeu très connu qui s'appelle le dilemme du prisonnier, qui permet en fait d'essayer d'anticiper les comportements qu'on va avoir, s'il faut soit coopérer avec quelqu'un, donc travailler avec lui, soit le trahir, et puis travailler pour nous sans travailler pour lui. Et en fait, on démontre mathématiquement que quand on se met à la place de quelqu'un à qui vous demandez de travailler en synergie, il n'a aucun intérêt à le faire. Il y a un jeu télé qui a été construit sur la base de ce jeu-là. Sachez que quand on propose aux gens, ils ont deux choix, soit je coopère, soit je trahis. Dans 47% des cas, les gens choisissent de trahir. Quand vous mettez une synergie en place et que vous dites « Allez les gars, on y va », y en a 1 sur 2 qui réalise qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Et donc forcément, au bout d'un moment, l'autre, il arrête aussi. C'est exactement l'écho que je voulais donner à la citation qu'on vient d'utiliser. Ça ne sert à rien d'alimenter une connaissance et une expertise forte si quand vous rentrez chez vous, il ne se passe rien. Et pourtant, c'est votre responsabilité de vous faire entendre. C'est à vous de trouver un chemin pour créer du désir là où il n'y en avait pas, pour lever les résistances là où on n'a pas envie de bouger. Et c'est toute la mission de The Presenters. Pas de faire des jolis slides, pas de faire du storytelling, pas de faire de vous des oratrices ou des orateurs à l'aise, parce que ce n'est pas du tout le sujet. L'objectif, c'est de s'outiller pour faire progresser ses idées. Les idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. On a tous vu qu'un super projet moyennement présenté, face à un projet moyen super bien présenté, souvent il ne gagne pas. Et face à cet enjeu stratégique, on a depuis 10 ans, avec mon associé Bruno Clément, ce qu'on appelle une obsession méthodologique, qui nous a amené à créer le cadre de la pleine confiance. La pleine confiance, c'est évidemment ce qu'on rêve de ressentir quand on est debout ici à parler, et ça n'a rien d'évident. Et la pleine confiance, c'est évidemment ce qu'on rêve de générer chez ceux qui nous écoutent. Et dans le modèle de pleine confiance, on y arrive avec 3 niveaux de maîtrise. Oui, d'abord, on a besoin de s'entraîner à maîtriser la narration de son idée, pour savoir comment je le raconte. Indépendamment de ce qui est mon idée.
comment je raconte mon offre, comment je raconte mon projet, comment je raconte ma petite proposition, là, comment je raconte à mon équipe l'idée que j'ai eue ce matin. Hein. Ce que je transmets aux autres, ce n'est pas mon idée, c'est le récit que j'en fais. D'où l'importance de savoir maîtriser son histoire et de savoir comment je le raconte. Ça, c'est important, mais on ne se raconte pas des histoires tout seul. Voilà pourquoi, en parallèle de maîtriser la narration, on a aussi besoin de maîtriser la relation avec son auditoire. Alors en général, on nous appelle pour gérer plutôt des larges assemblées, mais ça marche parfaitement en interpersonnel. Je dois être capable de maîtriser la relation que je veux animer avec ceux qui m'écoutent, quels qu'ils soient, hein, que ce soit mes patrons, mes clients, mes collègues, des gens qui m'aiment, des gens qui ne m'aiment pas, des gens qui ont envie, des gens qui n'ont pas envie. Et je dois être capable d'anticiper le niveau de relation que je veux créer hein, pour passer de « voilà comment je raconte cette idée » à « voilà comment je leur présente » à ces gens-là qui sont venus me voir à ce moment-là, dans ces conditions-ci. Et finalement, il manque à tout ça un troisième niveau de maîtrise, c'est le sujet d'avant, c'est d'être capable en même temps de maîtriser les émotions qui sont en jeu. Les émotions que vous ressentez, parce que ce n'est pas facile de prendre la parole devant des gens, mais aussi, attention, les émotions que vous vous apprêtez à faire ressentir. On n'annonce pas tout le temps que des bonnes nouvelles. Ouais. Et c'est parce que vous avez en permanence une grille pour travailler la maîtrise de la narration, des émotions et de la relation, que pas à pas, vous prenez la parole de manière plus pertinente, sincère et engagée. Alors ce que je vous propose, c'est de voir comment on applique la pleine confiance pour faire émerger des leaders et faire de chaque collaborateur des leaders de l'expérience client. Et en premier lieu, vous, bien sûr. Hein. C'est vous qui avez la responsabilité, quand vous parlez, de générer chez les autres la confiance dans votre capacité à mettre en œuvre votre projet. Sinon, il ne se passe évidemment rien. Alors, comment faire de chaque collaborateur un leader de l'expérience client? 2 phases incontournables dès qu'il s'agit de prendre la parole en public. Il n'y a pas de magie. Première phase, se préparer. Et ce n'est pas évident. On ne nous a jamais appris à nous préparer correctement. Comment j'anticipe les attentes de mon public? Comment je n'oublie pas l'objectif qu'est le mien? Comment je construis un objectif que je vais pouvoir mesurer pendant que je suis en train de parler? Et comment, enfin, je construis une histoire qui va me permettre de répondre aux attentes et de servir mon objectif. Et une fois qu'on a ça, maintenant on travaille. Maintenant on s'entraîne. En fait, prendre la parole en public, c'est un exercice que l'on fait sous stress. D'accord ? Et la plupart du temps, ceux qui vous disent « je n'ai pas le stress », c'est parce qu'ils sont pris d'un pic d'adrénaline, qui vivent plutôt de manière stimulée. Hein. Ils sont là, « ouh, c'est génial, je ne comprends pas que vous ayez le stress », mais ils ont quand même le cœur qui bat à 130 à l'heure. D'accord ? Enfin, par minute. Voilà pourquoi le seul moyen de progresser, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je ne ferai sous stress que ce que je me suis entraîné à faire sous stress. Et donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment on a travaillé ça avec certains acteurs qui sont très avancés sur le sujet de l'expérience client. D'abord, pour que vous compreniez l'enjeu de se préparer, je vous ai dit qu'il fallait qu'on comprenne les attentes et les objectifs. Il est important, une fois qu'on veut embarquer les gens dans l'histoire de notre projet, il faut arrêter de considérer que les présentations sont faites pour informer. Ça, c'est le premier prérequis. Et ça a loin d'être évident, parce qu'a priori, si vous vous dites « Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour informer, je suis là pour donner du sens ou créer une dynamique », on est bien d'accord qu'on donne du sens parce qu'on partage un certain nombre de briques élémentaires. D'accord ? Donc, pourquoi je vous dis on ne présente pas pour informer? Parce qu'à chaque fois que vous dites « Tiens, je vais venir faire le bilan de toutes les bonnes idées et de tous les bons partenariats que j'ai trouvés au CX Paris », et que vous préparez une présentation faite pour informer vos collègues ou vos patrons, bah vous allez faire ça. Vous allez réduire votre expertise, vos points de vue, le fruit de votre travail, à faire la météo, à commenter un ensemble de bullet points. Pourtant, on est nombreux, nous, à regarder la météo. Hein. Mais pourquoi on regarde la météo? Pourquoi vous regardez la météo, vous? La température? Hein, pour faire quoi? Des tableaux, des graphiques? Eh ouais. On cherche tous à savoir, mince, comment je m'habille demain. Est-ce que j'ai eu raison d'inviter tout le monde samedi au barbecue? Parce que ça craint. Ouais. En fait, pourquoi je vous dis on ne présente pas pour informer? Ayez bien en tête que dans tous les cas, votre auditoire ne s'intéresse pas à l'information que vous lui donnez. Votre auditoire s'intéresse à ce que l'information que vous leur donnez va changer pour eux. Voilà pourquoi, globalement, si vous avez un projet de développement de l'expérience client dans votre boîte, les gens en face de vous ne s'intéressent pas à ce projet. Ils ne s'intéressent qu'à une chose, qu'est-ce que ce projet va changer pour eux? Et là, on a un changement de paradigme complet pour construire les présentations. Et c'est à partir de ce nouveau paradigme qu'on a conçu
un certain nombre de stratégies narratives. Alors, j'ai pratiquement pas utilisé le mot storytelling, parce que ma difficulté quand on dit storytelling, c'est que ça allume tout de suite une lumière dans votre cerveau, et cette lumière, je ne la maîtrise pas. Ça peut être « Ah ouais, chouette, ça a l'air génial », et ça peut être encore un truc bullshit. D'accord ? Stratégie narrative, on lui a donné une définition, c'est simple, hein, c'est vous mettre en quête de la meilleure manière de dire ce que vous voulez faire pour que les gens aient envie de faire ce que vous leur avez dit. C'est pas mettre un coup de peinture et rendre joli des trucs qui ne sont pas jolis, hein. C'est identifier dans votre travail, dans ce que vous avez déjà obtenu, dans ce que vous vous apprêtez à faire, tous les ingrédients qui racontent le changement que votre projet va générer pour les autres. Et c'est ce changement que vous devez être capable de raconter avec sincérité et engagement. Et effectivement, il se trouve qu'il y a 4 niveaux de stratégie narrative dans notre formation élémentaire, le storytelling pour les présentations. Le premier, c'est ce que j'appelle l'hygiène managériale, c'est savoir rendre désirable son idée en moins de 3 minutes. Pourquoi je te parle d'hygiène managériale ? Je vous confie un projet, vous avez une idée un matin. Si vous vous lancez à construire une maquette avant de vous être demandé comment rendre désirable ce projet, vous faites tout à l'envers. D'accord ? La première responsabilité, c'est comment je rends désirable ce machin. Et c'est ça le pitch. Dans la méthode de pleine confiance, le pitch, ce n'est pas une présentation pas chiante, comme j'entends souvent, hein, ou courte. Non, le pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. C'est tout ce que vous dites en moins de 3 minutes qui est là pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous lancer dans votre projet, vous ne savez pas quand vous allez rencontrer quelqu'un qui compte. Et la plupart du temps, quand vous le rencontrez au hasard, vous n'aurez jamais suffisamment de temps. Voilà pourquoi il faut être prêt en 2 minutes dans un couloir à donner envie à quelqu'un de venir à la présentation d'1 heure la semaine prochaine. Une fois qu'on maîtrise le pitch, deuxième stratégie narrative, l'argument. Vous devez être capable d'anticiper les résistances à votre projet et de construire une argumentation qui va légitimer la résistance et qui va y apporter une réponse. Et une fois qu'on a un pitch qui est désirable et qu'on a une sorte de bibliothèque de réponses aux arguments, on peut rentrer dans notre troisième stratégie narrative, la présentation synthétique. Vous savez, c'est l'idéal de 15-20 minutes, allez, 30 maximum, ça commence à être un peu long, hein, où en fonction du public, on est obligé d'adapter notre argumentation parce qu'on ne peut pas tout dire. Et il faut construire une argumentation face à un public. Et le 4e niveau de stratégie narrative qu'on voit lors de cette formation, c'est ce qu'on appelle la présentation détaillée. C'est là où on fait que la survoler, parce que c'est des présentations qui peuvent durer 1 heure, parfois une journée. Hein. La plus longue présentation que j'ai préparée, c'est 8 heures. Quand on m'a dit 8 heures, j'ai dit non, 8 heures, ce n'est pas une présentation, c'est une prise d'otage. Et pourtant, on a réussi à le faire. Et c'est quoi le risque de la présentation détaillée ? C'est que le projet qui était super bien en 2 minutes soit super chiant en 1 heure. Ouais. Et du coup, effectivement, je dois être capable d'adapter ma stratégie narrative. C'est ce qu'on a fait avec Benoît. Bonjour Benoît. On s'est rencontrés il y a quelques années au cours d'un CX Paris. Benoît est chez Schenker France, qui s'appelle maintenant DSV, ça y est, c'est fait. Et dans le cadre du CX Paris, on a commencé à discuter. Il m'a expliqué ses enjeux d'expérience client. Et je pense qu'on s'est très bien entendu tout de suite. Et pourtant, ça a bien mis une bonne année avant de démarrer quelque chose, parce que son plan était très étrange. Son plan, alors je pense que oui, il avait envie de se former, mais il a décidé qu'il ne se formerait pas si ce n'était pas avec l'intégralité du comité exécutif. C'est pour ça que ça a pris du temps. Avec cette idée que si ce changement ne commence pas tout en haut, au bout d'un moment, on va faire en milieu de couche des gens qui sont très engagés, mais qui ne seront pas entendus et à qui on ne donnera pas les pleines possibilités de se faire entendre ailleurs. Et à partir de là, effectivement, l'histoire a commencé, elle est passionnante. Aujourd'hui, elle m'amène à intervenir de manière plus globale sur des séminaires pour disséminer cette technique et cette manière de parler. Mais c'était passionnant de voir comment on s'approprie ces outils pour construire une narration que je vais déployer en permanence, alors au service de l'expérience client, mais au service de tous les autres projets, évidemment. En ce qui concerne la... Ah oui, et c'est comme ça qu'on voit tout un ensemble d'outils concrets. Hein. Derrière la pleine confiance, il y a une méthodologie extrêmement concrète et pointue qui nous a permis d'ailleurs d'enregistrer auprès de France Compétences la seule certification au storytelling en France, hein, et qui donne lieu à des outils extrêmement concrets qui vous permettent d'appliquer en formation et évidemment d'appliquer par la suite. Alors évidemment, une fois que je sais me préparer, il me faut aussi une routine pour s'entraîner. On a un autre module de formation pour ça. Mais comme on est au niveau de l'expérience client, en fait, l'anecdote que je voulais raconter, c'est celle que j'ai vécue en rencontrant Luc Balleroy, le directeur général d'Opinionway, fan de storytelling, qui avait déjà participé à former ses équipes et qui n'était pas satisfait de l'aspect méthodologique qu'il y avait jusque-là.
Et du coup, on s'est mis à former l'intégralité des collaborateurs en se rendant compte qu'il y avait dans le storytelling, l'application des stratégies narratives, une difficulté pour les études. Il y en a qui sont chargés d'études en particulier chez vous? Ouais. Le problème avec les... Alors, quand je fais un projet, par exemple, je peux anticiper les résistances à mon projet. Et je peux du coup tisser une argumentation vachement bien faite pour lever les résistances. Mais quand je fais une étude, je ne peux pas savoir à l'avance puisque je n'ai pas les résultats de l'étude. Et parfois, il y a des études passionnantes qui donnent des résultats quelconques. Et puis, il y a des études quelconques qui donnent des résultats passionnants. Alors, faire une super présentation de résultats passionnants, c'est pas dur. Vous n'avez pas besoin de nous, je pense. En revanche, effectivement, comment on met en cohérence des résultats de façon à raconter une histoire, non pas qui met en valeur l'étude, mais qui met en valeur ce que l'étude peut changer pour les gens qui nous écoutent. Et c'est comme ça que Luc m'a amené un input qui est génial, c'est de se dire qu'il faut toujours revenir à la question que le client se pose. Et en parallèle, la dernière itération de mon associé, c'était de me dire, mais en fait, une bonne présentation, c'est une réponse à une question que le public se pose. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mailler le storytelling avec les études. Et aujourd'hui, la formation aux stratégies narratives permet d'intégrer et de raconter des histoires d'études, c'est-à-dire de raconter une histoire alors qu'on n'a pas encore, qu'on n'avait pas la main sur les résultats, et de faire des trames cohérentes. Et le dernier use case dont je voulais parler, c'est celui que j'ai vécu avec des équipes de Leroy Merlin. On est très en proximité avec eux depuis des années. C'est passionnant de voir tous les projets qu'ils mettent en route. Et c'est Paul de Basquiat qui est chargé de la stratégie habitant et qui est chargé en fait de diffuser au sein de l'entreprise, 20 000 collaborateurs, non pas la connaissance client, mais ce qu'il faut savoir de la connaissance client aujourd'hui et demain pour faire les bons choix et pour être la boîte qu'on veut être dans 10 ans. Or, quand on est dans une boîte qui est leader dans son domaine depuis aussi longtemps, il n'y a aucun collaborateur qui n'est pas convaincu d'être au top de la connaissance client. Et donc, effectivement, toute la mission qu'il nous a confiée, c'est de faire de son équipe des leaders d'opinion de la stratégie habitant. Non pas simplement des gens qui font des bonnes présentations, mais des gens qui sont entraînés pour se faire inviter partout. Dans le séminaire marché, dans les séminaires du réseau, dans les conventions des équipes centrales, de façon à faire entendre la voix de l'habitant tel qu'on a envie de l'adresser. Et là, effectivement, c'est passionnant de faire des formats sur mesure, où on a fait des ateliers d'initiation, ils ont fait la formation évidemment certifiante. On est maintenant à l'étape des accompagnements individuels pour les entraîner à diffuser leurs idées, pour qu'ils puissent effectivement gagner en vitesse. Et c'est passionnant de les accompagner sur ce sujet. Et je vois que le temps passe, ça tombe bien. J'en suis à ma conclusion. En conclusion, le but de ces outils, c'est de développer votre pouvoir d'influence. C'est sain l'influence. L'influence, c'est prendre conscience que notre responsabilité, quand on veut faire bouger les choses, c'est d'identifier le territoire sur lequel on a une influence et de faire changer tous les gens qui sont sur ce territoire. Quand on se lance dans cette aventure, ce qui est génial, c'est que la récompense de l'influence que vous développez, c'est le leadership qu'on vous accorde. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est ce que les autres vous accordent parce qu'ils font confiance en votre capacité à faire bouger les choses quand vous leur parlez. C'est ce que je vous souhaite. C'est la vocation de nos outils et de notre boîte. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller télécharger le petit guide de survie pour obtenir un oui, j'ai envie. Il y a Roxane qui est là, qui a tout un stock, si vous voulez récupérer la version papier, où vous allez découvrir, c'est toute la nouvelle itération avec une manière très concrète d'appliquer la méthode, même si c'est qu'un petit booklet de découverte. Et si vous voulez voir tout ça en action, j'ai créé en septembre une chaîne YouTube qui s'appelle On se dit tout, pour prendre la parole en pleine confiance, et vous découvrirez plein d'applications concrètes de ces fameuses stratégies narratives. Merci de votre attention.